Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc merci d'avoir choisi cette table ronde qui c'est sur l'accessibilité et l'accompagnement. Donc nous commençons avec un petit peu 10 minutes de retard. On a quand même à peu près 45 minutes de présentation et un quart d'heure d'échange avec vous. Ceux qui étaient là dans cette salle-là à la table ronde précédente, il y avait eu les 3 intervenants qui avaient présenté à la suite. Et là, le choix, il est fait plus dans une certaine présentation plus dynamique. Donc chacun va présenter un petit peu sa partie et on vous laissera un temps d'échange. Voilà, en essayant de respecter le temps et on va fermer la porte. Voilà. Donc Simon Pitot, qui est formateur à l'Institut méditerranéen de formation, qui a aussi travaillé sur le CSAD-APF, va nous présenter des exemples d'accompagnement pour parler un petit peu de l'inclusion, des limites qu'on peut avoir et rencontrer. Ouais. On est parti. Alors, moi, une petite histoire là, ça vient de se passer. Il y a une dame qui m'a interpellé à la pause pour me parler d'un enfant que j'ai accompagné il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, et pour me dire aujourd'hui, il était dans un IME et puis il veut aller habiter dans son appartement, et elle me racontait que ça faisait un petit peu, ça inquiétait ses parents, etc. D'abord, je trouve que c'est très bien que ça inquiète ses parents que son enfant de 18 ans veut prendre son envol. Et je me sers de ce petit échange là qu'on a eu parce que je trouve que ça colle bien avec ce que j'ai envie de vous raconter. Une société inclusive, et non pas l'inclusion, parce que j'aime pas trop ce mot, ou en tout cas je trouve que finalement c'est un peu devenu un mot valise, comme ça a été dit tout à l'heure de certains de ces mots. La société inclusive, c'est une société qui est accessible à tous. Toutes les ressources en fait de la société sont accessibles à tous. Pour le handicap moteur, j'ai une grande expérience auprès d'enfants en situation de handicap moteur. C'est souvent, en tout cas, on peut rapidement le penser en termes techniques. C'est-à-dire que si la personne veut se rendre à un étage, il suffit de faire un ascenseur et on a un espace qui pourrait être inclusif. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi beaucoup, une société inclusive, c'est aussi beaucoup les regards que l'on porte sur la personne, et c'est tout ce travail de changement et de changement de regard qui prend une importance essentielle pour permettre justement que la société soit réellement inclusive. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où on a une société, où on tendrait vers une société complètement inclusive, il resterait l'intégration. Et ce que je veux surtout pas, c'est qu'on escampe ce terme, où aujourd'hui on vienne faire de l'inclusion le synonyme ou le remplacement du mot intégration. Or, je crois qu'il a un vrai intérêt, ce terme d'intégration. Quand on est dans une société inclusive, on a à s'intégrer. Et chacun d'entre nous, à différentes étapes de sa vie, on a eu besoin de s'intégrer à un nouveau job, s'intégrer au collège, s'intégrer à l'école quand on est petit, etc. Et à chaque fois, le possible existe, mais la personne a cette responsabilité-là. Et je reprends à ce jeune enfant, enfin non, je dis ce jeune homme, excusez-moi, je l'ai connu, il était enfant, mais ce jeune homme maintenant, qui exprime sa volonté d'un habitat autonome et qui explique à son papa que voilà, il veut aller vivre sa vie. Eh bien, c'est bien face à ce choix-là qui prend des décisions et qui va prendre des responsabilités. Et finalement, une société inclusive, c'est une société qui offre le choix et la liberté aux personnes, quelles qu'elles soient. Et je crois que c'est vraiment l'élément très important.
que je voulais marquer. Et j'ai commencé par un premier exemple, puis éventuellement, comme on disait que c'était des échanges, un autre enfant qui était au collège, qui bénéficiait d'une AVS. À l'époque, on ne disait pas AESH, mais on parlait d'AVS, aide de vie scolaire, qui était systématiquement à côté de lui. Cet enfant, on avait calculé, je crois qu'il y avait 11 heures de rééducation par semaine, en plus de l'école avec une AVS. Donc, pour le dire rapidement, il était en permanence avec des adultes à côté de lui. Donc, il raisonnait comme un adulte, sauf qu'il était en 5e, 4e, je ne sais plus. Et puis, il y a des élèves qui faisaient un peu le bazar dans la classe, ce qui arrive parfois au collège. Et de lui-même, il est allé dénoncer l'enseignant de la classe auprès du CPE en disant, voilà, c'est scandaleux, ma classe met le bazar avec tel enseignant, etc. Sans se rendre compte que d'une part, il mettait un peu l'enseignant en porte-à-faux, et que d'autre part, il se mettait toute sa classe à dos. Et que ce comportement, alors je ne cherche pas à le juger ou quoi que ce soit, mais c'est le bon moyen pour le coup, ne pas être intégré dans la classe. Alors que toutes les dimensions inclusives étaient présentes. Quelques années plus tard, son AVS était absente. Donc, vous savez, des fois, il y a des petits mots qui circulent là dans la classe, où, je ne sais pas, les élèves se disent un truc et le font passer en douce du professeur. Et pour la première fois, cette AVS était absente et il y a un petit mot qui est arrivé jusqu'à lui. Il n'a plus jamais voulu que son AVS s'assoie à côté de lui. Voilà, je laisse passer la parole et puis... Oui, ça me fait rebondir assez facilement parce que c'est Julia qu'on a évoquée ce matin, la princesse du petit déjeuner. Julia, elle a fait son parcours sans aucun service à ses côtés. Et juste l'année de première, on lui a dit qu'on lui mettrait une AVS parce qu'il y avait les examens en bout et qu'il allait falloir adapter les temps, etc. Et quand l'AVS est arrivée dans la classe, elle lui a dit « Eh ben, viens t'asseoir à côté de moi ». Et Julia lui a dit « Mais non, mais jamais de la vie, c'est hors de question, parce que je ne vais plus pouvoir faire dans cette classe ce que font tous les autres élèves. C'est-à-dire que je ne vais plus pouvoir arrêter d'écouter si je n'ai pas envie d'écouter, je ne vais plus pouvoir faire passer un mot, je ne vais plus pouvoir, etc. etc. » Donc, c'est une vraie, ça fait complètement écho à des situations vécues. Et vous avez évoqué la question de l'accessibilité en parlant des espaces inclusifs, en disant qu'on s'en met un ascenseur, un mont de charge, une rampe, etc. Et ça devient inclusif. Évidemment que non. Deuxième exemple avec Julia, elle m'autorise à les raconter, hein, ces histoires. Je prends le temps à chaque fois de lui demander si elle est d'accord. À Lyon, il y a un super musée, assez récent, qui est un musée qui est accessible, au sens de la loi, c'est-à-dire qu'ils ont rendu pleinement accessible. Julia, avec ses difficultés, quand elle va voir une expo, donc elle allait voir une expo avec une copine, quand elle va voir une expo, elle prend un fauteuil, parce que piétiner, c'est trop compliqué pour elle. Dans la vie de tous les jours, elle marche, mais sinon elle prend un fauteuil. Donc elle va voir la petite dame qui s'occupe de passer les fauteuils. Et elle lui dit « Bonjour, je voudrais un fauteuil ». Et la dame ne lui dit pas elle, mais évidemment, comme ça arrive souvent, on regarde sa copine et s'adresse à sa copine et lui dit « Bah oui, mais pour ça, il faut remplir un registre. » Pas de problème. Elle va chercher le registre. Elle le tend à la copine, pas à Julia. La copine dit « Écoutez, Julia est là. Tendez-lui le registre. » Elle va le... La dame lui dit « Vous inquiétez pas, je vais le faire pour vous. » Julia dit « Bon, ben, si elle veut le faire pour moi, qu'elle le fasse pour moi. » Alors elle dit « Non, prénom. » Elle donne son nom et son prénom. Et puis elle dit « Il me faut un numéro de téléphone aussi. » Donc elle se tourne vers la copine. Numéro de téléphone. Et la copine lui dit « Mais Julia est là, elle vient de vous donner son nom, son prénom. Numéro de téléphone. » « Ah, mais vous êtes sûr ? » « Oui, oui, oui. » Et donc Julia donne son numéro de téléphone. La dame s'arrête, elle la regarde, et elle lui dit « Mais vous êtes une championne. » Et voilà. C'est un peu du genre de la princesse de ce matin. Donc là, on a un espace où tout est accessible, tout est pensé pour que les personnes... Et à l'arrivée, elle ne lui donne pas un fauteuil roulant au sens de 4 roues, elle lui donne une chaise roulante. C'est ces chaises qui ont 2 roues à l'arrière, qu'on tire comme ça et qu'on fait avancer. Donc ça veut dire, et ça va nous faire basculer aussi sur la question de l'autonomie,
Ça veut dire que quand elle file la chaise, et Julia dit, je pense qu'elle a imaginé que j'étais pas capable de me servir du fauteuil comme ça, et ben, elle la rend complètement dépendante de sa copine, avec qui elle est venue voir l'expo, mais pas parce que sa copine est son aide de quoi que ce soit, parce que c'est une copine, et qu'elles ont passé l'expo accrochées l'une à l'autre, au même rythme l'une de l'autre, et donc sans pouvoir être, de ce point de vue-là, autonome. Et ça, c'est juste, c'est des choses qu'on a déjà discutées ce matin, c'est juste, encore une fois, le poids des représentations avec cette dame qui pense bien faire. C'est-à-dire, elle veut écrire à la place d'eux, elle veut lui donner un outil qu'elle pense plus pratique pour elle, mais elle oublie à chaque fois de la considérer comme une personne. Et ça nous amène à la question, mais peut-être que Carlos veut rebondir là. Ou pas, non, ou pas. Non, vas-y, termine. Ok. Et bien, comme ça, je vais introduire la question de l'autonomie. Il faut qu'on évoque l'autonomie. Parce que c'est un grand mot, l'autonomie. L'autonomie, c'est le mot qui est au fronton d'à peu près tous les projets. Je pense aux projets d'établissement et de services. Il faut développer l'autonomie des personnes. Ici, là, dans la cour, il y a le bureau de l'aide à l'autonomie. C'est marqué dessus. Bureau de l'aide à l'autonomie. Je me suis demandé, si je rentre là-dedans, est-ce que je peux tout demander? Si je rentre là-dedans, qu'est-ce que je peux demander? Et qu'est-ce que c'est l'autonomie pour les gens qui travaillent dans ce bureau? Qu'est-ce que ça veut dire? Si, je vous ai parlé du Larousse ce matin. Si vous regardez, c'est pas que j'ai quelque chose contre le Larousse, hein, c'est parce que j'ai regardé 2 mots de suite sur Internet sur le Larousse. Si vous regardez autonomie, vous allez avoir une définition. C'est quoi pour vous être autonome? Si je vous demande comme ça à la volée, être autonome, c'est quoi? Faire seul. Savoir faire seul. Ne pas dépendre. Ne pas dépendre. Voilà, alors tout ça, on prend, on jette par terre et on piétine. L'autonomie, c'est pas ça. L'autonomie, au sens du Larousse, c'est savoir faire seul. Parce qu'il y a auto. La racine Auto, racine. ouais, moi. Ouais, mais l'autonomie comportementale, c'est faire des choix et initier des actions en conséquence. Ça veut dire, je fais un choix, j'ai un projet. Je veux par exemple, je pense à Noémie, je vous ai parlé de Noémie ce matin, Noémie qui est en fauteuil, qui est trachéotomisée, qui a besoin d'aide tout le temps. Noémie, elle est complètement dépendante, mais absolument autonome. Et il y a plein de personnes qui sont indépendantes et absolument pas autonomes. L'autonomie, c'est la possibilité de faire des choix et d'activer des ressources en conséquence. Activer des ressources, c'est demander de l'aide. Un gamin, on parlait des enfants à l'école, un gamin en classe qui a une AVS ou AESH, si vous regardez le référentiel de l'éducation nationale sur autonomie, et dans plein d'endroits, dans plein d'autres espaces aussi, autonomie, c'est faire seul. Un gamin qui est capable de solliciter son AVS pour transformer ou adapter la tâche qui lui est demandée et qui parvient au résultat qui a été évoqué par la maîtresse, c'est un gamin qui est autonome. Donc ça veut dire, et ça nous ramène, je fais une boucle à la question de l'accessibilité, ça veut dire que pour qu'un enfant, un ado, un adulte soit autonome, il faut qu'il ait la conscience, la connaissance la plus aiguë possible des éléments de son environnement pour pouvoir activer les ressources qui font sens par rapport à ses projets et par rapport à ses choix. Je reprends le cas de la situation de la classe. Un gamin qui arrive à la classe, dans la classe à 3 ans, auquel on présente une enseignante et on a prévu pour lui, parfois même avant qu'il arrive, une AVS. Ça, c'est un effet du système parce qu'il faut du temps pour avoir les AVS. Donc on ne prend plus le temps de savoir s'il y en a besoin ou pas. On les colle en se disant c'est toujours cette prix. Vous collez les deux. Un enfant de 3 ans, son référent naturel, quand il a un problème, c'est un adulte. Il n'y a aucune raison que cet enfant se comporte différemment avec l'enseignant et l'AVS si vous ne lui expliquez pas, comme c'est possible, avec des mots d'enfant, en fonction de ses difficultés, quelles sont les différences entre les deux en termes d'attendus et de ressources. Et donc forcément, s'il va voir quelqu'un qui lui répond tout le temps, parce qu'on a dit à l'AVS, votre boulot c'est de faire en sorte qu'il puisse rester à l'école, si c'est cette personne qui lui répond tout le temps, il va développer une relation duel avec cette personne, parfois fusionnelle, parfois enfermante, et puis très vite on va dire, mais finalement, si on prend ces termes-là, il n'est pas intégré à l'école, ou il n'est pas inclus à l'école, parce qu'il est tout le temps avec l'AVS et qu'il n'arrive pas
à s'en extraire. Donc ça veut dire que pour développer l'autonomie, déjà, il faut sortir, non pas se sortir de la tête que c'est savoir faire seul. Évidemment, l'autonomie, c'est savoir faire plein de trucs seul. Mais c'est aussi savoir faire des choses avec de l'aide. Donc, identifier ce qui va m'aider. Donc, pour nous tous, un effort de travail sur la mise en accessibilité des ressources de l'environnement. Vous avez évoqué ce matin la 2002, la loi de 2002 avec les 7 outils. Combien de livrets d'accueil sont accessibles aux personnes qui sont concernées par les livrets d'accueil? Combien de règlements de fonctionnement sont accessibles? Combien de CVS, c'est-à-dire des endroits qui sont prévus pour que les personnes puissent participer et dire comment elles voudraient impacter le fonctionnement de l'établissement qui les concerne, combien de CVS sont constitués pour qu'effectivement les personnes puissent exprimer quelque chose? Très très peu. C'est pas accessible en fait. Et je vous assure, je passe partout en France et dans tout type d'établissement. Et moi-même, j'ai dû diriger 8 ou 9 établissements, enfin services, jamais d'établissements, que des services. Moi-même, dans les 8 ou 9, je pense qu'il y en a bien 6 dans lesquels cet effort d'accessibilité n'avait pas été fait. Et c'est un effort, c'est comme je disais ce matin, c'est une déclaration d'intention qu'on doit avoir en tête. Comment je permets à la personne d'identifier les ressources? Ne serait-ce que dans un établissement, pourquoi une psycho, c'est pas la même chose qu'une ortho? Pourquoi on ne peut pas attendre la même chose des deux? Et pourquoi il y a des choses qu'on peut attendre pareil des deux? Mais ça, il faut le rendre accessible aux personnes. Et ça va leur permettre de développer l'autonomie au sens de plus en plus de compétences, mais aussi de plus en plus d'aptitudes à solliciter l'environnement au profit des projets qu'ils se sont fixés. Et donc, ça fait écho à la question du choix. On est là-dedans sur les questions autour de l'autodétermination, etc. Mais ça serait intéressant d'en parler un autre jour. Peut-être Carlos, du coup, pourra témoigner un petit peu de ce qu'il entend par accompagnement depuis son accident. Et en tant que responsable d'établissement, de structures sportives. Donc moi, je suis Carlos. Moi, je vais rebondir également sur ce que vient de dire Marc sur l'autonomie et la dépendance ou l'indépendance. Alors d'abord, me présenter donc Carlos. Je vais dire que j'ai fait partie, entre guillemets, de votre monde, c'est-à-dire du monde des voyants. Aujourd'hui, je suis aveugle depuis 20 ans, suite à un accident de voiture. Donc j'ai vécu, comme je dis, dans les deux mondes, quoi, ceux des voyants et ceux des non-voyants. Après ça, quand je me définis, entre guillemets, quand je parle de moi, je dis aveugle. Souvent, on me reprend en me disant « Ah, ça se dit pas », mais ça, c'est le politiquement correct. Il faut dire non-voyant, mais bon, moi, ça me va très bien de dire aveugle. C'est comme, vous ne me direz pas entendre personne en situation de handicap. Pour moi, c'est trop long. Donc je dis, je suis handicapé. Mais quand je dis que je suis handicapé, ça ne me définit pas en tant que... voilà, je suis globalement une personne handicapée. Je suis Carlos, je fais tel travail, je pratique tel sport, je suis handicapé, je suis brun, je suis petit, grand, ce que vous voulez. Donc pour moi, ce n'est pas la définition totale de qui je suis. Mais j'emploie ce mot handicapé. Ensuite, pour revenir, donc, je disais, par rapport à l'autonomie et à la dépendance ou indépendance, c'est vrai que moi-même, j'étais le premier à parler, à mélanger ces deux mots, autonomie ou dépendance. Et il y a quelque temps, en parlant avec une amie, et en discutant, c'est vrai que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que autonome, je suis autonome. C'est comme vient de dire Marc. Moi, dans mes choix, je suis autonome. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, comme le sport, comme l'activité. Je sais comment je veux m'habiller, je sais ce que je veux manger. Par contre, je suis dépendant. Pas tout le temps, mais assez souvent, pour mes déplacements. Quand je dois me déplacer, comme ici, par exemple, quand je dois me déplacer d'une pièce à une autre, d'une salle à une autre, je ne connais pas l'environnement, donc j'ai besoin d'un guide. C'est ce qu'on appelle un guide voyant. Donc je suis dépendant. Par contre, je suis totalement autonome, parce que si je suis là aujourd'hui, ça a été mon choix. On m'a pas obligé à venir. Donc je l'ai décidé. Ensuite, quand on part, là, comme Marc en a parlé, donc je pense que c'est bon, là, par rapport à l'autonomie et la dépendance, faire bien la différence entre... ça, c'est un souci que j'ai par rapport au bruit. Donc voilà, je suis autonome, mais dépendant des autres.
Par contre, même dans le monde des aveugles, hein, parfois si un aveugle se fait, entre guillemets, trop aider, voilà, le trop, chacun l'évalue, on va me dire « Ah, tu es assisté ». Je fais « Non, je ne suis pas assisté ». Moi, la personne me demande de m'aider, je fais mon choix, c'est oui ou non, mais je ne suis pas assisté. C'est moi qui décide. Si j'ai envie de le faire tout seul, je le fais. Si je ne peux pas, par contre, oui, si j'ai besoin de peindre ma maison, je vais demander de l'aide. Mais c'est moi qui va décider des couleurs de mon appartement, de mes murs. Par contre, voilà, maintenant parlons un peu du sport. Moi, je fais du sport, j'ai fait différents sports. J'avais dans des structures, on va dire, pour le sport adapté, au sport, en e-sport. Oui, je mélange. En e-sport. J'ai toujours fait partie de clubs. Là, je suis dans un club de kayak, c'est le club de kayak de Nîmes. Je fais du kayak avec des gens qui sont, on va dire, valides, et ça se passe très bien. Et c'est vrai qu'on parle de l'inclusion avec le sport. Je dis oui, c'est bien. Quand je fais du sport, voilà, je suis bien entouré, ça se passe très bien. Mais moi, je parle de moi, hein, je ne parle pas de ce qui peut se passer avec d'autres personnes. Mais dans mon cas de figure, moi, je vis seul. Une fois que le sport est terminé, une fois qu'on a fait un bon repas, que ceci, que cela, qu'est-ce qui se passe après? Alors, je pratique 2 heures, 3 heures, 4 heures de sport par semaine. Le reste du temps, je suis quand même seul. Donc, le sport inclusif, oui, mais en fin de compte, ça va pas me solutionner la solitude que je peux rencontrer au quotidien. Et même si les gens qui m'entourent sont bienveillants, après, chacun poursuit son chemin, sa vie. Et parfois, je me sens, on va dire, un petit peu oublié. Donc, j'ai essayé de faire différentes choses. J'en parlais tout à l'heure à un ami. Je fais du sport, je fais du théâtre, je fais de la danse, en pensant que peut-être en m'intégrant dans des associations, j'arriverai à connaître plus de monde, à avoir une vie sociale, à avoir des échanges. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, parfois, les gens viennent à un cours de danse ou de théâtre, ils viennent, ils assistent au cours et après ils s'en vont. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas grand-chose. Donc, pour moi, le sport, oui, c'est un plus, parce que j'ai envie de faire du sport, mais c'est pas ça qui va, dans mon cas de figure, je dis bien. Pour d'autres personnes, ça sera peut-être autre chose. Ils attendent le sport, ils en ont envie, et ça leur apporte beaucoup. Pour moi, je ne peux pas dire que c'est ce qui va me faciliter la vie. Mais ça, je pense que après, c'est même plus un problème de gouvernement, on parle également, je parle un peu de tout, mais par rapport au sport également, j'ai eu parfois, pendant un temps, je faisais de l'escalade. C'était à Brignon. Brignon, c'est assez loin de Nîmes. J'avais un transport. Ce sont les transports, on en a parlé tout à l'heure, le GIHP. Il n'y avait plus de sous, donc le GIHP a disparu. Comme il a disparu, ça fait que je ne pouvais plus aller à ce sport. J'ai dû donc me faire un autre sport, alors que j'adorais faire de l'escalade. Donc, après, c'est une question de finance également. Il n'y a plus de finance, il n'y a plus de sous, parce que ça coûte cher, tout ça, ça coûte cher, je l'entends. Hein. Parce que là, on paye un chauffeur pour qu'il m'emmène à 3/4 d'heure de Nîmes, il revient me chercher 3 heures plus tard, tout ça, ça a un coût. Et moi, ça ne me coûte rien, ça me coûte aller à 1, 2 euros. Quoi. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, on va dire, le sociétal, les personnes. Moi, ça m'arrive d'être dans la rue, parce qu'on parle d'accompagnement, mais je peux être dans la rue avec ma canne et des gens me bousculent. Donc, parfois je me dis que ils sont miroirs, quoi. Parce que je ne vois pas, et même, sincèrement, j'ai des gens qui me disent faites attention où vous allez. Et je suis avec ma canne, et ils me disent que c'est moi qui ne vois pas. Quoi. Ouais, c'est vrai que je n'y vois pas. mais c'est incroyable. Mais ça, je pense que ça devient, c'est la société, mais c'est pas qu'en France. Je pense que c'est l'être humain qui devient, entre guillemets, alors je suis un petit peu négatif, ou réaliste, je ne sais pas. Mais peut-être parce que ça fait 20 ans que je suis dans le handicap, que je suis aveugle, les gens, même un simple bonjour, vous croisez des gens, ils vous disent, même dans ma cage d'escalier, je croise des gens. Alors, ce que je disais il y a à cet ami en question, je suis aveugle. Donc là, vous êtes tous en face de moi et je ne vous vois pas. J'ai pas de visage, j'ai pas de retour. Je sais ce que c'est d'avoir un retour. J'étais voyant, donc on se regarde dans les yeux. Là, pour moi, tout est noir. Donc, je sais que vous êtes là.
mais je ne vous entends pas parler, donc c'est comme si vous n'étiez pas là, entre guillemets. Mais ce matin, Marc parlait d'invisibilité par rapport à la personne qui peut accompagner. Mais moi, parfois, je me dis que je me sens invisible. Ça m'est arrivé d'être lors de réunions ou après une réunion, qu'il y a un buffet, je suis là, on m'a un piquet là, les gens peuvent passer à côté de moi et pas me parler. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que les gens ne savent pas si je suis là à attendre quelqu'un ou parce que c'est pas écrit sur mon front. Hein. Si je suis en plein soleil avec des lunettes de soleil, ils vont dire bon voilà, il porte des lunettes de soleil. On n'est pas forcément obligé de savoir que je suis aveugle. Mais les gens, voilà, pour parler à quelqu'un, il faut qu'il y ait un premier contact visuel. On regarde quelqu'un et voilà, on attend sa parole. Moi, comme je n'ai pas ce contact visuel, l'autre qui est en face de moi ne l'a pas non plus, donc on ne m'adresse pas la parole. Et donc, je me sens vraiment invisible. Et, Je peux raconter, Carlos, oui. à midi ou pas? Oui, si tu veux. Ouais. C'est un exemple. À midi, on a déjeuné ensemble. Et Carlos, il était 3-4 personnes à côté de moi. Et puis j'ai commencé à parler avec les 2 personnes qui étaient autour de moi. Et puis j'ai vu que, hop, sa tête s'est tournée et qu'il écoutait tout, Carlos. Il écoutait tout, donc il était intéressé parce qu'on était en train de discuter. Mais à aucun moment, il a pris, il a eu envie de suivre, je sais pas, mais tu peux le dire. À aucun moment, il a fait de démarche vers nous. Et il m'a dit, j'ai peur de m'incruster, quand on en a parlé après. Il m'a dit, j'ai peur de m'incruster, j'ai peur de déranger. Parce qu'il n'a pas le retour qu'on a, nous, de l'intention de la personne de vous accueillir ou pas vous accueillir dans l'échange que vous avez envie d'avoir avec. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont drôlement importantes à prendre en considération. C'est absolument, je ne fais aucune comparaison, Carlos, c'est loin de là, mais peut-être certains d'entre vous ont vécu ça avec la période Covid, là. Encore une fois, il n'y a aucune comparaison. J'ai passé en tant qu'enseignant, en tant que formateur, j'ai pu passer 1 an et demi devant l'écran de mon ordinateur à faire des formations et des cours magistraux devant des personnes qui prenaient pour la plupart aucunement la peine d'allumer leur caméra. Et alors c'était vraiment pas comparable, mais c'est-à-dire que j'avais l'impression effectivement de parler devant un vide et de parler seul et sans avoir aucun retour. Et c'est absolument déstabilisant. Alors moi c'est épiphénoménique et ça durait un tout petit peu, hein. Et puis c'est pas comparable parce que... Non, oui. Moi j'ai envie de réagir à ce qui est dit là, peut-être avec une touche d'espoir, je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai l'impression que les choses évoluent. Pour le coup, les jeunes sont plutôt au fond de la salle. Mais avec la loi de 2005, il y a des enfants handicapés à l'école maintenant. Depuis, il y a des Ulysse, il y a des classes Ulysse, il y a des... et les regards changent. Et c'est ce changement de regard qui fait aussi évoluer les choses. Et j'ai vécu une expérience à Nîmes il n'y a pas très longtemps, dans un bar qui s'appelle le Spot, qui est un bar branché de Nîmes. Hein, et alors, du coup, c'est un bar branché, donc je me dis, je vais aller boire une bière avec un copain. Et il y avait un concert et c'était des personnes en situation de handicap qui jouaient. Mais c'était juste normal. C'est-à-dire que c'était le concert d'ambiance qui est joué de temps en temps. Et c'était juste un moment normal où ça ne provoquait aucun changement dans les habitudes des gens qui assistaient, qui étaient là. Et je me suis dit que finalement, c'était ça l'inclusion. C'était que des personnes en situation de handicap pouvaient parfaitement occuper un espace à un moment donné et voilà, sans provoquer ni de la curiosité, ni de la passion, ni quoi que ce soit, simplement qu'ils soient là pour animer la soirée des consommateurs dans ce bar. Et c'est dans ces petits événements-là, alors c'est peut-être un détail hein, que je partage là, que les changements s'opèrent. En tout cas, c'est ce que je suis prêt à croire. Et donc j'avais aussi envie de partager cet événement avec vous, parce que voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant pour le coup. Je rejoins ça.
je rejoins complètement ce que j'ai pas dit ce matin, mais vous n'avez pas le temps de... Voilà. Par rapport à la question de la culture partagée qu'on a évoquée ce matin, j'ai l'habitude de dire que cette démarche-là, c'est une démarche d'interstice. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se saisir de tous les interstices qui existent, tous les interstices, tous les entre-deux qui existent pour développer cette culture commune. Et effectivement, ce genre de moments en font partie, comme le moment de Matelin, là, par exemple. Et c'est sans doute une démarche, un peu pompeux, mais interstitielle, c'est-à-dire d'arriver à changer les cultures un peu à l'image de... J'ai une image de maçonnerie, je ne sais pas pourquoi. Un peu en mettant à l'intérieur de tous les trous des petites choses et en espérant que ça va propager comme ça. Mais bon, je peux. Oui, bien sûr. Non, tout ça, bon, voilà, je ne veux pas avoir non plus un discours trop négatif, parce qu'en fin de compte, je suis optimiste. Les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours le sourire, que je la pêche, que je vais de l'avant. D'ailleurs, j'ai fait différents... Bon, j'ai appris, après mon accident, j'ai dû changer de métier, parce que je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant. En tout cas, je ne pouvais plus conduire, donc j'ai essayé, mais bon, on m'a dit que je ne pouvais pas. Donc j'ai fait d'autres métiers, j'ai appris, et en plus j'ai appris dans des centres où c'était pour valides, c'était pas pour les aveugles. Donc j'ai toujours voulu aller de l'avant, quoi. Et je crois en l'humain, parce que là, voilà, je vais vous dire ce que je fais comme second métier là. Je suis coach en développement personnel. Donc mon but, c'est justement, vous voyez, j'ai envie d'aider les autres, accompagner les autres. Vous voyez, on parle d'accompagnement, alors que là, j'ai pris un métier où je veux accompagner les autres, alors que je suis aveugle. Mais vous voyez, c'est que j'ai envie d'aller vers l'autre. Mais c'est pas facile. Surtout quand on ne le voit pas, parce que comme disait Emma, c'est vrai que j'aurais pu, alors c'est peut-être moi qui ai un travail à faire, hein. Quand il parlait de ce sujet qui était intéressant à midi, j'aurais pu prendre la parole. Nous ne sachons pas qui ils sont, parce que je ne connaissais pas Marc ce matin. Donc je ne m'incruste pas, entre guillemets, auprès d'un groupe de personnes que je ne connais pas, quoi. Alors peut-être que je suis timide, donc je ne pense pas d'ailleurs. Non, je ne sais pas, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Comment dire? Et comme me disait Simon, je me rappelle son prénom, c'est vrai, je pense que les nouvelles générations vont fonctionner différemment. Il m'est parfois arrivé d'aller dans des écoles primaires, collèges, pour parler de handicap. Et c'est vrai que les enfants sont ouverts à l'handicap, entre guillemets. Ils osent poser les questions. Moi, j'ai des adultes qui n'osent pas me poser la question, qui n'osent pas me demander. Ils le font à la fin, mais ils me disent « Je peux te poser une question ?» Alors que les enfants, c'est direct. « Monsieur, comment tu fais pour t'habiller? Comment tu fais pour te raser? Comment tu fais pour ceci, pour cela ?» Et là, il y a un échange. Moi, j'adore parler avec les enfants, avec les adolescents, parce qu'ils sont ouverts. Ils ne me voient pas comme une personne handicapée. Et je pense que c'est ça, peut-être le mal, entre guillemets, c'est que l'handicap fait peur. En parlant avec un ami que j'ai qui est en fauteuil, lui, il le ressent. C'est que quand il est sur un trottoir, il est en fauteuil, il croise le regard de quelqu'un, que fait la personne? Moi, je ne le vois pas, mais lui, il le voit. Que fait la personne? Elle détourne le regard. Pourquoi? Parce que la personne, de manière inconsciente, parce qu'après, ça joue dans l'inconscient. C'est qu'on peut se dire, je peux me retrouver dans cette situation. Et face à une personne aveugle, je parlais d'invisibilité. Quand je vais acheter des fringues, bon, j'y allais avec une copine. On est devant la vendeuse. Je dis bon, voilà, c'était pour moi, c'était une boutique d'hommes. Et elle demande à la copine qui est à côté, que veut monsieur? Donc elle me dit, posez-lui la question. Et elle me pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Mais en plus c'était rigolo parce que je suis aveugle, mais je ne suis pas sourd. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en plus quand on me parle fort, comme si je n'entendais pas. Je dis, bah, attendez, je suis aveugle, je ne suis pas sourd. Mais les gens ont du mal, parce que je peux comprendre, parce que là je vous regarde, mais c'est vrai que je regarde un peu partout, n'importe où. Mais face à quelqu'un, on est habitué quand on est visuel à regarder dans les yeux de l'autre, entre guillemets, je veux dire. Et quand vous avez face à vous quelqu'un, vous savez qu'il vous regarde pas, alors que moi j'ai l'impression de regarder la personne. Moi je suis face à quelqu'un, je lui parle, je pense que je regarde dans les yeux.
Et justement, ce qui me chagrine, ou qui m'ennuie parfois, c'est que je suis en train de parler à la personne, et tout à coup, elle se déplace, mais elle ne fait pas de bruit, je ne l'entends pas. Alors je parle, et tout d'un coup, elle me dit non, mais je suis là. Et ça m'énerve, parce qu'elle est toujours en train de parler dans le vide. Parce qu'il y a des aveugles, et ça, c'est ça la différence. Un aveugle de naissance, vous prenez, par exemple, je vais vous citer, Montagnier, vous avez peut-être vu, moi je l'ai vu, parfois il regarde vers le haut, il jouait du piano, il regarde vers le haut. Mais en fin de compte, c'est parce qu'un aveugle de naissance n'a pas ce truc de regarder les gens. Il va regarder, il va vous parler, c'est comme si je me mettais à vous parler, je regarde là-bas. Il va me dire qu'est-ce qu'il fait là. Alors que moi, je suis habitué à regarder les gens. Alors quand quelqu'un se déplace et il ne me le dit pas, c'est vrai que ça a tendance à m'énerver, quoi. Parce que j'ai l'impression de parler dans le vide. Mais bon, je crois quand même à la société. Je croise des gens qui quand même me disent bonjour, qui me disent, même si c'est 1 sur 10, mais même pour traverser une rue, vous savez qu'ici, il y a un passage pour piétons, vous voulez traverser, même avec la canne. Hein. Pendant un temps, j'avais un chien guide d'aveugle, j'étais avec mon chien, j'étais avec ma canne, les voitures ne s'arrêtent pas. Et donc, parfois, au bout de, je sais pas, de 2, 3, 4 personnes, quelqu'un venait me disait, monsieur, vous voulez que je vous aide à traverser? Moi, je ne dis jamais non d'ailleurs. Parce que parfois, vous pouvez rencontrer des personnes aveugles qui vont dire non, je n'ai pas besoin de vous. Parce que voilà, ils ne veulent pas d'aide et ils ne veulent pas d'aide. Moi, je dis toujours. Et au contraire, pour moi, ça me permet de converser avec la personne, le cas échéant. On peut peut-être aussi poursuivre sur cette question de l'autonomie, du choix finalement. L'autonomie, c'est choisir pour soi. L'indépendance, ce serait agir pour soi. Je ne sais pas si cette brève définition, bien sûr que la question des ressources est importante dans l'autonomie, mais elle est assez frappante. Autonomie, ce serait décider pour soi, et indépendance, ce serait agir pour soi. Dans la définition de l'autonomie, il y a la notion d'action. Oui, il y a la notion d'action, ça dépend ce qu'on met derrière agir. Agir, si action, c'est solliciter une ressource, c'est une action. Oui, bien sûr. Donc, c'est une façon d'agir quand on ne peut pas agir physiquement soi-même vers le... Donc c'est pour ça que c'est ténu hein, comme affaire. Mais je trouve que le plus important à se mettre dans la tête, c'est d'évacuer le fait qu'il faut viser que les personnes fassent tout seules. Ça s'appelle de l'indépendance. Moi, je ne suis pas indépendant. Je suis autonome pour tout un tas de choses. Je prends toujours l'exemple de la voiture, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Moi, tout le monde n'a pas les mêmes habiletés. Moi, la seule chose que je sais faire quand une voiture ne démarre pas, je mets des cosses. Si j'arrive à trouver quelqu'un qui veut bien me mettre une batterie en face. Je pense les cosses. C'est la seule chose que je sais faire. Je suis nul en mécanique. Si ça ne marche pas, je vais appeler un garagiste, je vais appeler un dépanneur. Et l'objectif, c'est ça, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'autonomie, c'est avoir un projet et organiser les actions en conséquence. L'objectif, c'est qu'à l'arrivée, la voiture, elle fonctionne. Et elle va fonctionner. Donc, je suis autonome, mais dépendant. Par contre, si ça redémarre, que j'arrive à faire de la mécano, je suis indépendant du début à la fin. Aucun d'entre nous ici n'est indépendant. Certains d'entre nous sont plus dépendants que nous. Mais l'autonomie, ça concerne tout le monde. Et je pense qu'on peut être, je sais qu'on peut être autant, si ce n'est plus autonome, quand on est avec un handicap qu'avec une personne sans handicap. Parce que ça dépend de ses aptitudes, ses possibilités à solliciter l'ensemble des ressources. Ces propos sont extrêmement intéressants et ouvrent pour le coup la voie aux professionnels. C'est-à-dire que peut-être là où il y a énormément de progrès, c'est auprès des professionnels de l'action médico-sociale, pour qui ces notions-là, et tu l'as dit tout à l'heure, tous les projets d'établissement, tous les projets personnalisés notent il faut travailler l'autonomie, sans trop savoir finalement ce que recouvre ce terme, et ça devient un peu un mot un peu creux. Et j'ai comme ça ce souvenir. C'est un jeune que j'accompagnais pendant longtemps qui va dans un établissement et je suis invité à la première réunion le concernant. Et on demande le projet à ce jeune, il était présent, et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il dit ben, j'aimerais bien travailler en ESAT. L'éducatrice le reprend au vol en lui disant mais il va falloir que tu ranges ta chambre si tu veux travailler en ESAT. Et
je pense qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas travaillé entre nous. Peut-être moi le premier. Si la chambre a été rangée. Ça, c'est un petit détail. Je ne sais pas si je vais la ranger d'ailleurs. Ça vient complètement renvoyer à cette volonté de rendre l'autre justement dépendant du professionnel et d'agir sur des espèces de... agir sur l'autre pour garder un pouvoir et que son autonomie, ce soit le projet du professionnel quelque part, ou un truc, un espèce de montage comme ça, et à partir de là, ça devient complètement bancal et c'est voué à l'échec en fait. Je passe, oui, comme peut-être voir les réactions. Du coup, c'est... Oui, c'est vrai qu'il faut que je parle plus fort. Je trouve ça intéressant ce qui se passe là, comme ce qui s'est tout à l'heure, je participais à la table ronde de la pérédance, comme ce matin, tout ce qui s'est dit, et d'un coup, je vous écoute et je percute un truc. Finalement, réfléchir et échanger, discuter sur la question du handicap, ses incidences, ses conséquences, là on parle de la relation finalement avec l'idée de dépendance, d'autonomie, etc. Ça touche quelque chose de fondamental de la relation humaine, c'est ce que vous dites finalement tous les trois, c'est ce que vous disiez aussi, vous avez appuyé, c'est ce paradoxe. Finalement, la question de la dépendance, elle ne concerne pas que les personnes qui ont... tout à l'heure, j'ai pas son nom en tête, ce qu'elle disait, c'était beau justement, c'est pour qualifier, au lieu de parler de handicap, de dire ces personnes qui vivent des expériences rares. Et je trouve que finalement, c'est vrai que vos expériences, vous monsieur, vous êtes touché au niveau sensoriel par votre cécité, mais du coup, le handicap, c'est quelque part, nous on est tellement habitués, j'allais dire, finalement, à fonctionner sans se rendre compte que ça fonctionne, que dès que finalement, effectivement, on a une faille dans notre processus, que ce soit sensoriel, que ce soit somatique, que ce soit psychologique, eh bien, ça révèle, ça amplifie, j'allais dire, quelque chose qui existe déjà et qui en fait concerne tout un chacun. Et là, ce que vous abordez, c'est la relation de dépendance. Et souvent, je travaille beaucoup avec les familles. Et souvent, je leur dis, on est toujours dans l'enjeu de la séparation, qui est un enjeu qui peut prendre... C'est un processus qui est à l'œuvre d'une vie, du début à la fin. Et c'est que le handicap, je dis souvent, vient un peu fausser là-dedans. C'est-à-dire que, mais en fait, du coup, je me dis, même là, je me trompe quand je dis ça, c'est juste que ça amplifie quelque chose dans lequel on est tout le temps pris. Et dans ces postures, finalement, aussi de professionnels, c'est aussi peut-être de se dire comment le professionnel, aussi que nous sommes, je mets dedans, on est aussi dépendant de la place que l'on occupe grâce à la dépendance de l'autre. C'est-à-dire que finalement, peut-être qu'on est en train de se dire, ben, moi, je suis dans l'illusion d'être un peu plus autonome, alors qu'en réalité, je suis dépendant de ce que j'attends de l'autre qui ne me donne pas, ce qui me permet toujours de pouvoir être un peu plus que ce qu'il est. Et finalement, oui, peut-être je vous perds, excusez-moi. Finalement, c'est toujours ce paradoxe, à la base. ce paradoxe, ce contre-paradoxe dans lequel on est pris tout le temps. Et ce que je trouve beau finalement, ce que je réalise au bout de cette première journée, c'est que je me dis finalement vraiment cette question sur le handicap, je trouve que ça ramène, tout à l'heure je me disais pour la pérédance, et je me disais mais vraiment on est dans l'essentiel. Dans la relation humaine, ce matin on parlait beaucoup de co-construction, de résonance. Aujourd'hui, tout à l'heure avec la pérédance, c'était la coopération, le lien qui ne concerne pas que le handicap, ça concerne les apprentissages pédagogiques à l'école, ou comment aussi on aide les enfants à apprendre. Et c'est comment aussi, pour bien apprendre, ça peut être aussi de réfléchir à comment nous on enregistre et comment on peut l'expliquer, qui vient renforcer des acquis. Donc c'est quelque chose qui touche tout le monde et que c'est pas forcément que le handicap. Mais je me dis ce qui est vraiment ce que je trouve très intéressant, c'est comment les personnes qui vivent des expériences rares, qui finalement étaient stigmatisées, ont porté, j'allais dire, cette souffrance j'allais dire l'exclusion était stigmatisée pour les personnes qui vivent ces expériences-là. Et je me dis, c'est finalement, quand on parle d'inclusion, d'exclusion, ce paradoxe qui ramène, finalement, j'allais dire, de parler du handicap, d'intégration, d'inclusion et d'exclusion qui ramène, j'allais dire, aux choses essentielles de la vie, qui est toujours cette question de la relation, du lien, et qui ramène quelque chose de notre condition humaine avant tout, qui nous concerne tous. Où on est finalement dans un système où on a tendance à vouloir couper le lien, qui fait justement qu'on pose des frontières qui divisent, qu'on exclut, et que finalement, quand on réinterroge la question du handicap, ça ramène à des choses basiques et des choses fondamentales. Mais en fait, ça fait écho. Ce que vous dites, c'est
on est encore une fois ici dans une situation un peu paradoxale qui consiste à faire un focus. Parce que ce dont on parle depuis ce matin, en fait, c'est de l'humanité. Ce dont on parle depuis ce matin concerne tout le monde. Vous prenez la question de l'autodétermination, c'est en train de devenir une injonction étatique, ministérielle pour que tout le monde soit formé. L'autodétermination concerne chacun d'entre nous. Mais on est en train d'en faire un élément central du développement des personnes avec handicap, et c'est nécessaire. Et moi, je suis formateur à l'autodétermination, et je suis bien content que ça arrive. Mais ça concerne tout le monde. La question de la dépendance, elle concerne tout le monde. Je n'ai pas cité ce matin Paulo Freire, qui est un pédagogue brésilien, qui a travaillé dans les favelas. Vous connaissez, vous voyez, les favelas, c'est des bidonvilles, des zones de non-droit, avec des personnes analphabètes. Et il a dit plein de choses, il a bossé avec eux pour leur accès au droit. Et il a dit, dire et s'entendre dire est le premier pouvoir pris. Et donc, on est bien en train de dire que ça concerne tout le monde, c'est-à-dire que quelle que soit notre condition, on peut se retrouver dans des situations d'impossibilité de participation sociale, de dépendance malgré nous, etc. Donc, on en revient à ce qu'on disait ce matin, si on va être sur une démarche inclusive, eh ben, on ne peut pas faire autrement que de considérer qu'on est dans cet espace de droits citoyens partagés et que cette responsabilité, elle est collective. Et la boucle est bouclée. Mais en même temps, on parle depuis une culture où on nous a mis dans des silos, on disait ce matin, le monde ordinaire, le monde de la réadaptation, rééducation, ESMS, le sanitaire, le truc, et on raisonne comme ça. Et on a grandi comme ça. Le monde performance, pas performance, on a grandi comme ça. Et aujourd'hui, on nous dit, c'est pour ça que ça met tellement de temps à venir, on nous dit, mais ça marche plus tout ça. Ça marche plus, il faut considérer qu'on vaut tous pareil, et puis on va avancer pareil sans plus se poser de questions. Il va falloir un peu de temps pour déconstruire tout ça. Mais si on a tous ces éléments-là, si on les met en pratique au quotidien, dans les interstices, comme je disais déjà, eh ben ça va avancer. C'est sûr que ça va avancer. Et justement, en parlant de sport, là, ça me revient. Il y a quand même encore une différence, peu à peu, on en voit beaucoup plus souvent à la télé, quand on parle des Jeux Olympiques. Vous avez les Jeux Olympiques des valides, là vous en avez toute la journée, à toute heure, quand il y a les Jeux qui se produisent. 15 jours plus tard, il y a les Jeux paralympiques, et là on voit beaucoup moins. On commence à en voir un petit peu, mais c'est à moindre échelle. Dans l'absolu, on serait vraiment, entre guillemets, inclus le jour où pas que les valides courent avec on va dire, les personnes en situation de handicap. Les personnes handicapées. Mais, c'est bien. Mais, je vais pas mêler mais ça serait bien, quoi, que on fait la course des valides, et à côté, on fait la course des personnes en situation de handicap. Mais je crois qu'Estanguet fait des déclarations d'intention sur Paris 2024 en disant qu'ils allaient essayer déjà sur la diffusion que ça ne soit pas aussi déséquilibré, et qu'il y ait peut-être une sorte de cérémonie commune. Voilà, c'est ça aussi. Donc ça, c'est peut-être pas, c'est pas une révolution, mais ça montre quand même qu'il y a des choses. D'autant que ça se fait dans les petits clubs. C'est vrai qu'au niveau local, ça se fait. Parce qu'il faut se dire une chose, hein, si pour les gens valides, quand ils s'entraînent pour les Jeux Olympiques, c'est 4 ans, ils se donnent à fond, ils s'entraînent, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 4, 5, 6 heures par jour, 7 heures. Mais imaginez une personne qui est en situation de handicap, je pense qu'elle doit faire, je dirais pas 2 fois plus, mais certainement un peu plus que les autres. Et justement, on m'a rapporté que, alors je ne sais pas si c'est vrai, je pense que ça l'est, au Canada, quand on parle de quelqu'un de valide, on dit que c'est quelqu'un d'ordinaire. Et quand on parle de quelqu'un qui est en situation de handicap, on dit quoi? Extraordinaire. Donc voilà, donc le seum, ça nous sommes, je suis extraordinaire. Je lance des fleurs. Par rapport aux professionnels, ce que vous évoquiez tout à l'heure, moi je crois qu'il y a aussi encore, et je pense que ce matin vous avez parlé de représentation,
un côté dans le soin, dans l'accompagnement, qui crée une forme d'asymétrie où l'accompagnateur, aujourd'hui, il a une rétribution symbolique à s'occuper d'une personne en situation de handicap, à s'occuper d'une personne vulnérable, et donc va chercher, ou en tout cas va avoir, pour conserver cette rétribution symbolique, va poursuivre dans finalement le maintien d'un lien de dépendance avec elle, en faisant en sorte que la personne reste dépendante. Et déconstruire ce lien pour justement que la symétrie relationnelle soit dépassée, à mon avis, c'est un des enjeux pour les établissements, parce que ce lien, cette rétribution symbolique est forte et importante aussi pour les professionnels, qui à un moment donné, c'est un petit peu une forme de salaire, quoi. Donc penser comme ça, il ne suffit pas de leur dire non, maintenant ça suffit, et voilà, parce qu'ils ont une perte qui doit être compensée ou qui doit être réfléchie, et dans la formation et dans plein de choses. Et le basculement aussi se fait plus lentement que ça. Ouais, je pense à tout, j'allais dire, comme vous dites, c'est un échange que j'ai eu avec des collègues justement il n'y a pas très longtemps, où on a échangé là-dessus très souvent, en fait, c'est surtout, oui, mais de ma place de professionnel, moi je suis professionnelle, donc je ne peux pas faire ça, de ma place de professionnel, je dois faire ça, etc. Et du coup, c'est comment se défendre de sa dimension humaine, et tout ce dont on parlait ce matin, de la légitimité de la place que l'on s'accorde d'abord soi en tant que professionnel, et que de sa place de professionnel, nous sommes légitimes à partager aussi autre chose, qui est notre part aussi d'humanité. Et c'est, j'ai envie depuis ce matin aussi, j'ai ça en tête, et je me dis, c'est ce qui est fondamental, je trouve, dans la relation. C'est ma formatrice qui m'a dit ça un jour, je l'ai tourné dans ma tête, je ne sais pas combien de fois. Pour donner, il faut d'abord savoir recevoir. Et c'est en réalité très dur, quand on y réfléchit, de recevoir. On donne plus facilement, mais finalement, le don que l'on fait, ça rejoint, je pense, un peu ce que vous dites. Ce don, quelque part, il est... Alors, je ne sais pas s'il faut dire égocentrique ou égoïste. Peu importe, en tous les cas, on donne pour recevoir à soi. Mais comment est-ce que finalement, on donne, on ouvre pour recevoir réellement l'autre à l'intérieur de soi. Et je pense que l'enjeu peut se situer à ce niveau-là aussi. C'est comment réellement je suis en capacité d'accueillir l'autre à l'intérieur de moi et me laisser transformer par lui, qui fait qu'aussi je peux du coup donner de moi pour lui. Et ça fait écho en miroir complémentaire à ce que disent un certain nombre de personnes avec handicap, qui disent à quel moment on va nous demander ce que nous on peut donner. On a l'habitude de nous donner et on reçoit, et on pense pour nous, etc. Mais à quel moment on peut nous demander du point de vue de l'utilité sociale? À quel moment on va nous demander ce que nous on peut donner, au-delà de la réponse aux objectifs qu'on nous a fixés, etc. Et c'est vraiment, c'est très parlant. J'ai jamais les noms, je suis vraiment nul. Bon, si vous pouvez trouver si ça vous intéresse. Elle s'appelle STEF, S-T-E-F. Et l'association, entre autres, c'est Paris, P-A-A-R-I. C'est pour l'autodétermination des personnes avec troubles du spectre autistique. Et Steph, je ne sais plus son nom, elle dit des choses, elle dit beaucoup de choses. Et ça vous met un vrai... Même moi, vous avez compris, vous avez entendu que je suis un petit peu convaincu de tout ça, et que j'ai essayé de mettre ça en place dans les services que j'ai dirigés. Et à plein de choses, quand je les entends, je me dis, mais comment c'est possible que j'ai jamais pensé ça? Comment c'est possible? Que ça vaut vraiment le coup? Ça veut dire, enfin ça vaut vraiment le coup, évidemment ça vaut le coup, mais ça vaut vraiment le coup de se dire... Mais en fait, dans ce travail-là, excuse-moi, dans ce travail-là, qu'on est en train d'évoquer, de co-construction, de coopération, de partenariat, tout ce que vous voulez, et ben si on ne passe pas par la phase de mise en place d'un système de coopération qui dise la parole de chacun vaut, et elle vaut autant, il n'y en a pas une qui vaut plus que les autres, elle vaut différemment. Et il faut qu'on se parle et qu'on se dise et qu'on échange et qu'on se dise aussi les choses qu'on a du mal à entendre.
Et il faut qu'on se le dise ensemble. Et c'est une des manières pour pouvoir avancer vers ces espaces inclusifs, encore une fois. Oui, excuse-moi. Non, j'allais dire simplement une phrase qui me touche beaucoup et qui me fait plaisir quand je l'entends, quand je suis accompagné de quelqu'un. Et là, je me rends compte qu'il ne voit plus mon handicap. C'est par exemple, si on est dans la rue et il se passe un truc, il me dit « Regarde là-bas ce qui se passe ». Donc je lui dis, je fais « Ouais, tu veux jouer à quoi ?» Il fait « Ah, pardon. » Mais là, je me dis, ça y est, il a passé, il ne me voit plus comme une personne aveugle, il me voit comme lui-même, quoi, comme une personne qui y voit. Quoi. Parce que nous montre du doigt, il dit regarde. Et donc pour moi, c'est une fierté, je suis content, je me dis, ça y est. C'est comme quelqu'un qui va voir une personne en fauteuil roulant, et au bout d'un moment, il ne va plus voir son fauteuil roulant. Il le verra comme une personne, et non comme une personne qui est dans un fauteuil roulant. C'est le fait d'effacer le fauteuil, d'effacer le fait que je suis aveugle ou d'autres handicaps. Hein. De passer à autre chose. Il y a un monsieur qui a une question, et juste avant, je fais un lien avec de 2 secondes. Marcel Nuss, ce matin, vous vous rappelez, je vous ai parlé de Marcel Nuss, et ça fait quoi ce que Carlos vient de dire. Marcel Nuss, il dit, quelqu'un qui veut m'accompagner correctement, quand il me rencontre, il doit d'abord voir un autre lui-même en moi. Pas un autre lui-même au sens de on est pareil, mais un autre lui-même au sens de une personne. Avant de voir, et chez Marcel Nuss, vous avez vu, ça se voit quand même pas mal, c'est très visible comme handicap, il faut qu'il parvienne, pour dépasser ce cap, c'est ce qu'est en train de dire Carlos, il faut qu'il parvienne à voir un autre lui-même. Justement, ça fait écho à ce que vous dites, c'est qu'il y a tout un langage au niveau du visuel, du regard de l'autre, de l'effet miroir. Ne faudrait-il pas changer dans le regard des accompagnateurs, du père aidant, ou des professionnels du monde médico-social, le regard que l'on porte sur la personne que l'on accompagne. On parlait de co-construire ce matin. Co-construire, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que c'est plutôt? C'est faire avec, faire ensemble. Moi, j'avais une mauvaise blague tout à l'heure. Je l'ai retenue et je ne vais pas la retenir. Je pense qu'il faudrait faire un nouveau décret, une nouvelle loi, qui rende obligatoire le fait que tout le monde mette des lunettes et puis former des ophtalmos inclusifs qui permettraient, et des opticiens inclusifs qui permettraient qu'on mette les bons verres pour que chacun voit les choses différemment. Parce que changer le regard, c'est ce qu'on essaye tous les jours, c'est ce qu'on est en train de faire. Et changer le regard, comme en témoigne Carlos là, en plus, j'ai pas fait gaffe à ce que je dis, tu vois. Changer le regard. Il a oublié qu'il était aveugle. Changer le regard, c'est des petites choses du quotidien, en fait. En plus de tout ce qu'on peut mettre ensemble en place, en plus des lois, en plus de 2005, en plus de tout ça, mais je partage complètement. Mais par expérience, dans les établissements et services, en tous les cas, le fait de dire aux personnes, vous devez les regarder autrement, ça ne marche pas. Parce que c'est quelque chose de compliqué. Enfin, moi, je travaille dans un institut médico-social. C'est compliqué, le regard du personnel de proximité, quel que soit son cœur de métier, de porter un regard autre que le professionnel qui regarde quelqu'un qui est différent. Il n'y a pas ce regard, cette mise à niveau où on est 2 personnes égales, équivalentes, malgré la différence. Et c'est très compliqué dans l'accompagnement au quotidien. Alors il y a une approche qui contient aussi ses limites, comme toutes les approches, mais qui est assez intéressante. C'est Serge Tomaszek qui a développé ça en France, mais ça vient des pays anglo-saxons, c'est les Special Needs People. En fait, c'est de dire il faut aborder les personnes comme des personnes à besoins particuliers. Parce que quand on dit ça, on est en train de dire, parce qu'on a tous des besoins particuliers, qu'on refait humanité. Donc ce qui m'intéresse quand je rencontre une personne, c'est d'arriver à évaluer avec elle quels sont ses besoins. Et quand je vais faire ça, je vais sortir du clivage handicapé, pas handicapé, parce que dans un groupe école, par exemple, je vais me rendre compte que 2 gamins, un qui a une trisomie et un qui n'a pas de trisomie, ils ont les mêmes besoins. Et je vais pouvoir m'adresser à eux de la même manière. Et c'est une façon de commencer à décliver un peu. Donc cette approche par besoin particulier, elle contient des limites, parce qu'on est encore sur la question du besoin, de l'évaluation des besoins, qui évalue les besoins, etc. Mais sur le regard, elle permet un changement. Et quand il a mis ça en place dans un grand nombre d'écoles, ça a changé beaucoup de choses. Merci. Il y a d'autres réactions, des questions? Mais il se fait tard.
Et la route est longue jusqu'à la capitale. Peut-être juste une remarque. Je suis ni universitaire, ni spécialiste. C'est de dire qu'il y a une forme de soft power. Le sujet de la rencontre, c'est l'inclusion. Hein. Ça, c'est ce que j'ai compris. L'inclusion par le sport. Et pour moi, il y a un élément capital, c'est que quand Carlos il est dans une structure et qu'il ne vient pas une seule fois, qu'il vient 10 fois, c'est qu'on va partager du temps ensemble. Et ça, c'est énorme. Les personnes qui vont voir Carlos faire l'activité, mais voir Carlos arriver au club, rentrer, se changer, faire un déplacement, passer une nuit à l'extérieur avec un sportif, on apprend où est-ce qu'on a ailleurs cette exposition, cette possibilité d'échange. Je pense que c'est ça aussi, quelque part, que l'activité peut offrir. C'est pas uniquement, entre guillemets, hein, le travail sur Carlos, mais c'est aussi le soft power qui va s'exprimer tout autour, avec les gens qui vont pouvoir dialoguer, alors que la société ne l'offre pas forcément. Donc un sport bienveillant peut permettre ce genre de rencontres qui sont énormes. Enfin, Carlos apprend beaucoup à tout le monde. Bon, si je peux vous faire part d'une expérience, je suis aussi responsable d'un club d'athlétisme sur Anduze. Et il y a une dizaine d'années, avec les responsables du club, on avait décidé que les 5 derniers kilomètres du trail Sévenol, que beaucoup connaissent, se feraient avec des personnes qui courent, nous, en section sport adapté, et qui se feraient avec une personne qui ne porte pas de handicap. Et au départ, c'est vrai, comme c'est quand même assez dangereux les 5 derniers kilomètres, pour ceux qui les ont fait, n'est-ce pas? Donc on avait décidé de les faire en duo, ces 5 derniers kilomètres, et en fait, que tout le monde arrive en même temps que les coureurs qui auront fait le Grand Trail Sévenol, qui fait 20-25 km, voire plus. Et les premières années, c'est vrai que j'ai demandé à tous mes collègues de travail, à toute la famille, à mes enfants, à tout le monde de venir me faire des duos. Et là, ça fait 5-6 ans qu'on ne demande à personne, et que c'est les personnes qui connaissent cet événement-là et qui se rapprochent du club, qui prennent contact avec moi, avec les entraîneurs, avec le président du club, pour pouvoir participer à cet événement-là. Parce qu'ils trouvent que ces 5 km qu'ils partagent, c'est pas, on dit que c'est 5 km, je ne crois pas que ça passe 5, que 10, je crois un petit peu 5 km, un peu moins. Un peu moins. On a des caillasses, des cailloux. Voilà, c'est vrai qu'il y a du dénivelé. Donc, alors laissez croire qu'ils s'en font beaucoup. Mais en fait, ils vivent un tel moment de partage, d'échange. Alors, c'est sûr que là, je pense que voilà, cette rencontre a lieu. Et chacun apporte à l'autre quelque chose qu'il n'imaginait pas en fait. Justement, et parfois c'est ce qui manque, c'est justement des bénévoles pour accompagner les personnes en situation de handicap. Par exemple, moi j'ai dû une fois, ce que je m'étais lancé dans une nouvelle activité sportive, quand je vais vous dire, vous allez dire comment il a pu faire ça, il me fallait un bénévole, c'était du tir à la carabine. Donc du tir à la carabine, il fallait un bénévole pour préparer la cible, etc. Et on a cherché un bénévole. Je tirais sur le bénévole. Et non, c'est vrai que j'ai dû arrêter parce que je n'avais pas de bénévole. Alors, d'une part, je laisse tomber non, j'ai dû arrêter le mur d'escalade parce qu'il n'y avait pas les GHP, donc pas de finance. Là, le tir à la carabine, c'était à Nîmes, mais je n'avais pas de bénévole, et pourtant on en a cherché. Et donc parfois, pourtant autour de moi, souvent je entends des gens qui disent je veux faire du bénévolat mais je ne trouve rien à faire. Et alors que souvent on en cherche, on n'en trouve pas. Alors, donc je ne sais pas, c'est un appel. Comment? C'est un appel. Non, maintenant j'ai arrêté à tirer à la carabine. J'en ai tué trop. Donc non, c'est vrai qu'on pourrait parler de l'handicap pendant des heures et des heures. Moi je pourrais en parler pendant des heures. Mais on vient aussi, pas que sur le plan négatif. Comme disait Jean-Christophe, c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, on a fait un stage de kayak, et il y avait différents handicaps, il y avait un fauteuil roulant, et c'est vrai que on passait des soirées très animées, quoi. Très animées. Oui, mais c'est aussi tous ces temps qui sont autour, qui font aussi qui font le partage des liens et qui font nos rencontres, tout à fait. C'est le lien social qui est très important. Non, mais pour plein de choses, même pour simplement une sortie, par exemple. Ici à Nîmes, il y a le CGR. Bon, je ne fais pas la publicité au CGR, mais bon, au CGR, depuis qu'il a été créé, j'y suis allé quelques fois, parce qu'en fin de compte, il y a des films dans l'audio-description, et ils se sont équipés de casques.
Mais bon, pour aller au CGR, dans l'absolu, il faudrait que je sois accompagné de quelqu'un, quoi. Donc, si j'ai quelqu'un, j'y vais, mais sinon, j'y vais pas. Mais je veux dire qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais qu'on ne peut pas faire parce qu'on a personne, quoi. Et c'est vrai que il nous faut... Il y a Blablacar, mais il n'y a pas, je sais pas, Blabla... C'est à créer. Je crée, Blabla C'est à handicap. créer, voilà. Ah tiens, ça vient, Blabla Et handicap. pourquoi Blabla Handicap plutôt que pas Blablacar? Blablacar, si, Blablacar pour faire des trajets, mais Ouais. pour aller, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si je devais faire les courses, Il faut faire un Blabla Blabla course, Blabla ville. Blabla course. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ah non, pas handicap, parce que oui, Non, quelqu'un non, qui non. n'a pas de permis et qu'on a marre de prendre 4 bus pour aller... Non, c'est vrai, ça pourrait être... En tout cas, je vous remercie. C'était vraiment très intéressant, Merci à vous. monsieur. Merci à Très vous. authentique et vraiment des échanges de valeur. Merci à vous. À un moment donné, notre fille est adaptée.